Sirotons le houblon, le podcast qui fait glou-glou dans tes oreilles. Salut à tous, c'est Alex de Sirotons le houblon. On se retrouve pour un troisième mini-sode. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Cyril, qui est le fondateur de la brasserie La Valentinoise et des bières monochromes. Est-ce que Salut. tu es... Salut. J'entends. Salut tout le monde. Merci déjà de vouloir bien faire cet épisode avec moi. Je vais mettre un petit peu de contexte pour savoir pourquoi on va parler de tes bières aujourd'hui. Moi, j'ai découvert tes bières il y a très récemment, en fait, justement avec la gamme monochrome. Et tu m'as contacté sur Instagram ainsi que plusieurs autres personnes qui ont des comptes sur Instagram pour nous faire découvrir tes bières. Ce que j'ai accepté avec grand plaisir. Et pour le moment, donc tu nous avais fait parvenir toute ta gamme. Donc tu en as 5 pour le moment dans la gamme monochrome. Et pour le moment, il m'en reste plus qu'une parce que j'ai quasiment tout bu. Il me reste celle dont on m'a dit encore beaucoup de bien. C'est la Imperial Sour au malt fumé et citron vert. Ouais. Donc c'est celle que je vais m'ouvrir pour accompagner l'épisode. Ah, chouette. Voilà, donc du coup j'ai déjà bu les 4 autres et de manière générale on va dire que j'ai quand même été très très surpris dans le bon sens du terme. C'était une belle découverte pour moi et du coup je suis content que tu sois là pour qu'on puisse un petit peu parler de ta brasserie et de ce que tu fais. Bah ouais. Je vais juste m'ouvrir la canette. C'est pour l'invitation d'ailleurs, parce que c'est cool de pouvoir parler un peu plus de tout ça. Et comme ça moi je pourrais parler de ce que je bois et de... Ouais. On pourra en parler ensemble, tu pourras me dire justement quelle était l'idée derrière la recette, pourquoi tu as choisi cette recette qui est d'ailleurs en plus un peu originale, mais ça on reviendra dessus un peu après. Pour débuter, moi je voulais juste déjà commencer à parler de ta brasserie et de ce qui t'a amené en fait à rentrer dans le milieu de la bière. Donc toi tu as débuté en créant la brasserie artisanale de Valence et au tout début tu as commencé avec les bières qui s'appellent la Valentinoise. Comment ça t'est venu l'envie de brasser et de lancer ta propre brasserie tout simplement? Ouais, c'est l'histoire, elle est un peu longue, dans le sens historique et chronologique du terme. Je vais essayer de le résumer comme j'essaie de le faire souvent. En gros, moi j'avais pas mal vogué dans le milieu du vin. Ouais. Donc, voilà, tout ce qui était fermentation déjà. J'ai pas été vraiment en cave, mais j'étais à l'époque en couple avec une nana qui est œnologue. Du coup, on a quand même pas mal voyagé ensemble autour de ces projets-là, quoi, autour de son boulot. Et voilà, c'était un milieu qui me plaisait bien, dans lequel j'ai un peu vogué. Et notamment dans ces voyages-là, on est passé en Nouvelle-Zélande. Et c'est là-bas en fait que j'ai un peu découvert l'IPA qu'on a aujourd'hui de partout en France, mais qui à l'époque n'était pas encore arrivé. C'est vrai qu'on parle rarement de la Nouvelle-Zélande, à part pour quelques houblons, mais ça reste c'est un gros pays de la craft aussi. On parle beaucoup des crafts britanniques, américaines, mais la Nouvelle-Zélande, ils ont une énorme culture bière craft aussi. Ouais. Bien sûr. En fait, ils suivent complètement le mouvement craft américain, mais ils ont beaucoup moins de décalage que nous avec ces milieux-là, quoi. Et puis ils ont très rapidement développé leurs propres houblons qui sont comme en tout cas ceux qui ont un peu le nez dans la craft aujourd'hui se rendent bien compte que les houblons néo-zélandais ça fait quand même partie des meilleurs. Et voilà, et du coup quand j'ai goûté ces IPA là-bas, j'ai fait mais c'est dingue, pourquoi on n'a pas ça en France, c'est excellent. Du coup un peu le même ressenti que un peu toutes les personnes qui ont la première fois qu'ils ont dégusté une IPA, je pense. Ouais, clairement. Et voilà, et du coup, là, à ce moment-là, j'ai un peu cette idée qui a germé en me disant, il faut vraiment qu'on ramène ça dans le pays. Et puis, j'avais même une idée déjà du nom de la brasserie et tout ça, parce que j'étais aussi beaucoup dans le ski, dans la montagne. Donc, j'étais à l'époque sur un projet de gravir et de skier les Seven Summits, donc les plus hauts sommets de chaque continent. D'accord. Et tu vois, l'idée de la brasserie, je me suis dit, tiens, Seven Summits, c'est cool, on fera 7 bières, chaque bière sera le nom d'un sommet, bref. Voilà, je vais écourter cette partie-là. Mais ensuite, ça, c'était il y a un bon 6-7 ans maintenant. D'accord. Et puis, l'idée est restée en tête. J'ai continué un peu, moi, à bosser légèrement un peu dans le monde du vin, pas mal dans la restauration. Et puis, je suis reparti en voyage, toujours sur ces projets montagne aussi. Et un de mes derniers voyages, qui était à vélo, là, jusqu'en Russie, pour aller skier, encore une fois, un sommet.
Et bah là, forcément, à vélo, ça prend un peu de temps. Donc, bah, j'ai eu pas mal de temps pour la réflexion, tout ça. Et je me suis dit que, bah, en rentrant, il fallait vraiment que je me lance dans ce projet-là. Moi, je pouvais vraiment plus bosser pour quelqu'un d'autre. Il fallait vraiment que je fasse quelque chose pour moi. Donc, je me suis dit qu'il était temps de mettre ce projet en route, même si, bon, l'IPA, entre-temps, était arrivé en France, donc il n'y aurait plus de nouveautés là-dessus. Mais que si je voulais lancer une brasserie, il fallait le faire maintenant, parce que bah, il y en avait beaucoup qui se créaient. Donc, voilà, je voulais pas louper le coche. Du coup, tu as créé la brasserie en quelle année? Bah, du coup, ça, c'était en 2016, tu vois, cette réflexion. Ouais. Le voyage était en 2016. Et du coup, je suis rentré de ce voyage dans été 2016. Et tout de suite, j'ai acheté du matos. Je me suis mis à brasser un peu toutes les semaines pour essayer de caler mes recettes. En même temps, bah, je cherchais un local, à la base plutôt dans la vallée de la Drôme, parce que moi, je viens plutôt de ce côté-là. Donc, créer, Saillant, tout ça, enfin, un chouette lieu. Et le projet initial, c'était plutôt de faire un brew pub. Donc, surtout pas s'embêter à faire de la mise en bouteille. D'accord. Du coup, faire que de la vente sur place, avec des concerts, tout ça, parce que je trouvais que ça manquait un peu sur la vallée. Et puis bon, petit à petit, j'arrivais pas à trouver de local où c'était des trucs à vendre, donc hors budget pour moi. Et j'ai fini par retourner sur Valence, un milieu du coup, j'avais bossé en restauration, j'avais bossé dans le vin aussi, dans cet endroit-là. Donc je m'étais quand même fait un bon réseau, donc je me suis dit, bah au final, ce serait peut-être pas si bête, parce que j'avais déjà des clients d'avance, quoi, entre guillemets. Des restaurants qui étaient prêts à prendre, des cavistes, alors que j'avais pas encore lancé la marque, ils avaient même pas goûté. Voilà. Et bah à force de chercher, j'ai trouvé un local qui était un bon compromis, on va dire. C'est dur de trouver le local qu'on a en tête, il me semble. Ouais, bien sûr. Mais j'ai trouvé un bon compromis, du coup, dans la vieille ville. Ouais, ça, t'es dans le centre historique de Valence, là. Ouais, centre historique, on est dans un des plus vieux immeubles de Valence. Pas évident pour faire de la bière, parce qu'il est tout en longueur, et puis c'est dans le centre historique, donc pour accès camion, c'est pas forcément très chouette. Mais voilà, il était atypique, ça m'a plu. Et puis je trouvais que c'était intéressant d'être vraiment en cœur de Valence pour essayer de prendre un peu cette identité de la bière de Valence, qui n'y avait pas encore de brasserie sur la commune. Et la ville de Valence cherche quand même à pousser un peu le côté gastronomique. Ils veulent vraiment, ils essayent de s'appeler la cité de la gastronomie. Ils veulent faire tout un lieu qui est lié à ça, parce qu'on a pas mal de chefs étoilés. Enfin, voilà. Ouais, donc ça rentre un peu dans le cadre de ce que tu veux faire. Ça, c'est ça. C'est je trouvais raccord. que ça avait un peu du sens. Et par contre, bah, ce local-là, il est en plein dans les rues, donc pour la partie brewpub, ça me paraissait compliqué avec le voisinage, tout ça. Donc j'ai un peu abandonné cette idée. Enfin, je l'ai mis de côté pour créer du coup la marque La Valentinoise en bouteille. Et voilà, du coup, janvier 2018, c'était parti pour l'histoire de la Valentinoise, quoi. D'accord. Donc là, la Valentinoise, on est sur on va dire une gamme de bières un peu plus classique que ce que tu proposes avec Monochrome, même si c'est peut-être pas le meilleur terme classique, parce que t'as, de mémoire, il y a quand même une gamme assez large qui va de la blanche à l'IPA au stout. Ouais. Bah, donc, en fait, l'idée sur la Valentinoise, c'était effectivement de rester quand même dans du assez classique, parce qu'il me semblait que le public que j'avais dans le coin était plus là-dessus. Mais en essayant bah, déjà de respecter mes propres valeurs, donc qui sont surtout sur l'écologie, tout ça. Donc du bio, du local autant que possible. Et puis quand même essayer de trouver une petite, un petit côté dégustation quand même, pas faire du trop classique, enfin, faire du classique, mais avec des goûts qui vont, tu vois, quand même potentiellement donner envie aux gens bah, de se poser tranquillement et de la siroter plutôt que de boire ça juste pour boire, quoi. Ouais, il faut trouver un bon compromis entre une bière qui est accessible au grand public, mais qui en même temps va leur apporter quelque chose de nouveau, leur peut-être donner un petit peu plus envie de découvrir la bière artisanale et les saveurs que tu peux y trouver. Ouais, c'est ça, c'était ça l'idée. Et l'idée aussi que j'avais quand j'ai lancé le projet, c'était d'essayer de rapprocher un peu plus ces deux mondes qui sont le monde du vin et le monde de la bière, quoi. C'est du coup travailler un peu plus sur la dégustation, et puis un peu plus tard, bon, c'est venu quand même assez rapidement, essayer d'utiliser des barriques de vignobles locaux pour faire des vieillissements, et puis aller chercher des petites notions de terroir en faisant des fermentations spontanées, tout ça. Mais ça, bon, voilà, ça c'est arrivé après, hein, parce que D'accord. au début, je voulais surtout, l'idée c'était surtout de lancer rapidement quand même
la marque et voilà. Du coup, en plus de cette gamme permanente, classique sur la valentinoise, tu as aussi une gamme d'éphémères, avec des recettes un peu plus poussées, un peu plus osées, on va dire. J'ai vu qu'il y avait une gauzeux à la pêche de vigne, une bière à la truffe, par exemple. Ouais. Ou une bière betterave framboise cardamome, donc qui est une recette qu'on va retrouver après chez Monochrome. C'est ça, qui a été transformée en version gauze, un peu plus marquée sur Monochrome. D'accord. Et oui, en fait, là, on va arriver sur Monochrome parce que ça vient de là, en fait. C'est ce que j'allais te demander, moi, justement. J'avais quand même envie de m'éclater un peu. Je voulais pas faire que du classique parce que je suis pas un technicien. Je sais pas refaire la même recette à chaque fois. C'est pas possible pour moi. Surtout que je suis une petite brasserie, donc j'ai pas forcément tout le temps les mêmes ingrédients non plus, parce que j'achète pas mon stock pour l'année. Du coup, puis c'est vraiment du personnel. Moi, ce que j'aime, c'est créer, quoi. Et du coup, j'ai rapidement fait cette gamme éphémère. Hein. Dès le début, j'ai tout de suite fait une gamme éphémère, mais c'est vraiment anecdotique parce que j'ai une recette. Et puis j'attendais qu'elle soit terminée pour en faire une seconde, quoi. Du coup, on a quand même des consommateurs qui sont entre guillemets assez classiques. Il y en a quelques-uns. Hein. Il y a une petite cave très geek qui marche très très bien, mais c'est pas ça qui va faire vendre les éphémères. Surtout que j'avais un peu le cul entre deux chaises. Désolé pour l'expression. Pour cette gamme éphémère, c'est-à-dire que je cherchais à rester quand même suffisamment accessible pour le public que j'avais à la base sur la valentinoise, mais en faisant des choses qui sortent un peu de l'ordinaire. Et du coup, j'étais déjà un peu trop extravagant pour ces personnes classiques qui vont plutôt partir sur la blonde, la blanche et l'ambrée habituellement, mais en même temps, j'étais pas assez extravagant pour cette communauté geek. Ouais. Du coup, je me suis retrouvé un peu perdu là-dedans, à pas aller aussi loin que ce que j'avais en tête, et du coup pas suffisamment vendre ces brassins éphémères, donc devoir attendre longtemps avant de pouvoir en refaire. Voilà. Donc c'est un peu là-dessus qu'est née cette idée de monochrome, quoi. Ouais, c'est pour ça aussi du coup que tu t'es vraiment allé sur deux identités complètement différentes et deux marques différentes pour distinguer, on va dire, ta gamme plus conventionnelle de la gamme plus geek, on va dire, au final. Complètement, parce que ce public du coup qui est friand de ce que je fais maintenant sur le monochrome, j'en ai qui ont goûté la valentinoise au début et puis du coup qui ont été un peu déçus parce que c'était pas assez extravagant, quoi. Du coup, j'avais trop peur que en plus ils savaient déjà que je faisais une gamme éphémère. Je me disais si je lance cette gamme un peu plus poussée, un peu plus original sous le nom de la valentinoise, déjà ces personnes-là, ils vont même pas y retoucher parce qu'ils auront un souvenir qui sera péjoratif de ce qu'ils ont goûté, quoi. Donc c'est pour ça que je voulais vraiment différencier totalement les deux identités pour pas que, même si aujourd'hui ils regardent l'étiquette, ils voient écrit brasserie artisanale de Valence, ils vont comprendre. Mais le fait que ça s'appelle pas la valentinoise, que ce soit en plus en canette, ça je pense que ça permet de quand même peut-être leur redonner envie d'essayer. D'ailleurs, justement, j'allais venir à la canette. Du coup, tu es parti sur un contenant différent aussi. Tu es passé de la bouteille à la canette pour monochrome. Canette 44 centilitres. Pourquoi le choix de la canette ? Alors, pourquoi le choix de la canette ? Il y a beaucoup de raisons. Les premières, déjà, c'est que j'aimais bien la canette. Ouais, c'est une bonne raison. Ouais. C'est important que j'aime bien. C'est vraiment le truc de base. Ensuite, la réflexion s'est portée sur le fait que sur la gamme de la valentinoise, je travaille avec des bouteilles qui sont consignées. Oui. Voilà. Et c'est très local, du coup. Et sur cette gamme, du coup, monochrome, enfin, sur cette marque monochrome, vu que ça vise un public qui est quand même un peu un marché de niche, faut pas se le cacher. Du coup, il faut s'étendre si on veut en vendre un minimum. Du coup, oui, vu que c'était consigné la valentinoise et que monochrome, là, c'était destiné à aller un peu plus loin, c'était compliqué de mettre en place la consigne sur un produit qui part loin. Ou alors, il faut une grosse logistique, mais ce que je n'ai pas. Et du coup, en fait, une fois qu'on sort de la consigne, sur le papier, théoriquement, en tout cas, je sais pas si pratiquement c'est le cas aujourd'hui, mais en tout cas, théoriquement, la canette s'en sort mieux que le verre perdu. Parce que, pour plusieurs raisons.
C'est déjà beaucoup plus léger. Une canette qui contient 44 centilitres de bière, elle pèse 15 grammes. Enfin, la canette, hein, pas les 44 dedans. Alors que ta bouteille, elle va en peser souvent au minimum 300, quoi. Donc, ça demande plus d'énergie pour la même contenance au départ. Ça demande plus d'énergie pour le transport, que ce soit pour les produits vides ou que ce soit une fois rempli. Enfin voilà. Clairement, écologiquement parlant, la canette s'en sort mieux. C'est aussi bien recyclé. Enfin, c'est pas forcément aussi bien recyclé aujourd'hui, mais ça peut l'être aussi bien parce que c'est réutilisable à l'infini, l'acier. Contrairement au verre, on est toujours obligé de remettre un peu de silice. Enfin voilà. Après, bon, c'est sûr que c'est pas parfait comme tout. Il y a des failles encore dans le recyclage, j'ai l'impression, de ce que j'ai pu voir dernièrement. Mais voilà, c'était pour soi ça le choix de la canette écologique et puis visuel, quoi. C'est beau. C'est un beau produit, moi je trouve. Enfin, surtout là sympa, avec un fond noir. C'était d'ailleurs pour ça le choix du 44 centilitres et pas du 50, c'est que j'ai pas trouvé de canette noire en 50 centilitres. Ouais. Et voilà. Et puis ça refroidit vite. C'est pratique quand tu pars en pique-nique, ça pèse quand même vachement moins lourd. Ouais, c'est vrai que c'est plein d'avantages en fait. Ouais, ça casse pas. Donc pour les expéditions, c'est pareil, c'est moins chiant, on n'a pas besoin de cartons hyper sophistiqués qui coûtent une fortune. Voilà. Et est-ce que tu arrives à lutter, on va dire, contre l'image péjorative qu'a la canette auprès du grand public ? Oui, c'est encore un combat de tous les jours. Okay. Ceux qui passent et qui connaissent pas trop encore les bières un peu craft artisanales en canette, ils ont encore des fois quelques réticences. Mais bon, en l'expliquant, ça leur donne envie de goûter quand même. Encore hier, là, j'ai des gens qui sont passés boire une bière à la brasserie et quand ils ont vu la canette, ils se sont dit « Ah non, moi je vais prendre une bouteille ». Du coup, après lui avoir expliqué que l'histoire de goût de fer dans la canette, c'était dans sa tête, il a fini par prendre ça et puis il a bu ça toute l'après-midi. Voilà. Donc, ouais. Du coup, là, comme on a quand même bien commencé à parler de monochrome à proprement parler, je vais quand même évoquer un petit peu ce que j'ai ouvert. Donc, je t'avais dit que j'avais ouvert moi l'Imperial Sour au malt fumé et citron vert, ouais. Donc qui porte le doux nom de 98C22C. Et ça, on y reviendra un petit peu au nom des bières. Ouais. Et du coup, on est quand même sur un beau bébé, hein, ça titre à 10%. C'est une Imperial Sour, hein, c'est pas léger. Ouais. Et on est sur quelque chose de très original, de peu commun. Déjà, une sour avec des maltes fumés. Donc là, on a déjà, ne serait-ce qu'au nez, on sent vraiment le fumé. On sent un peu l'acidité, mais je trouve que c'est vraiment atténué. Et on sent aussi un peu le citron vert en fond, mais on sent tout de suite le côté fumoir de la bière. Et en goût, je trouve ça extrêmement impressionnant aussi. T'as vraiment une attaque sur le côté fumé, presque un peu charcuterie fumée, quelque chose comme ça, et qui est très vite tranché par le citron vert qui arrive ensuite et qui donne un bel équilibre à l'ensemble. On est en aucun cas en fait dans les extrêmes, ça vient s'équilibrer très très bien. Et il y a une belle longueur en bouche qui reste, je trouve, principalement sur le citron vert. Ouais. Mais c'est vraiment... Ouais. Tout le monde avec qui j'avais échangé m'avait dit ouais, celle-ci, elle est excellente. Et je confirme, elle est vraiment très très bonne. Ouais. Après, les avis sont un peu plus tranchés sur celle-ci parce que... je peux comprendre parce que le côté fumé, ça plaît pas forcément à tout le monde. Ouais, bien sûr. Et puis elle a quand même une sacrée tension quoi avec le citron vert. Pourtant, en termes de pH, elle est pas forcément très basse. Elle est moins basse que d'autres gauzes que tu as pu goûter sur les premiers. Mais t'as vraiment une sensation quand même assez puissante d'acidité, je trouve, avec le citron vert. Ouais, je suis d'accord. Mais d'ailleurs, je trouvais qu'elle était presque un chouïa plus équilibrée sur mon brassin test. J'ai pas réussi à retrouver autant d'équilibre sur la version finale. Ouais, elle avait un chouïa plus de sucre résiduel et du coup, je trouvais que ça avait un peu plus d'équilibre. Mais bon. Voilà. Là, je trouve ça déjà quand même très bien fait. Et puis, je vois sur la canette qu'il y a aussi un 4 grammes par litre de copeaux de chêne en garde. Ouais. Donc, c'est vrai qu'on se rajoute un petit côté boisé, mais très léger. Ouais, c'était pour lui amener un petit côté plus rond, toujours là-dessus, légèrement vanillé. Et en fait, là, pour cette recette-là, je m'étais inspiré du cocktail, le whisky sour. D'accord, ouais. Voilà, et je me dis, sans mettre de whisky, comment je vais faire pour essayer de retrouver un peu ces notes-là. Je me dis, tiens, sur l'écossaise, par exemple, sur la valentinoise, j'utilise
un whisky tourbé pour justement rappeler ce côté whisky. Pas un whisky, pardon, un malt tourbé. Et du coup, c'est ce que j'ai fait un peu sur cette canette-là. Il y a un peu de malt fumé, un peu de malt tourbé. Et puis... ça, malt whisky, ça, ouais. Ouais, citron vert, du coup, pour toujours dans ce cocktail-là qui se marie. Et puis, je voulais essayer... Citron vert à 70 grammes par litre, hein, le citron vert, c'est... Pardon ? C'est déjà chargé. Je dis, le citron vert, on est à 70 grammes par litre, c'est déjà assez chargé. Ouais, bien sûr. Ouais, et puis, du coup, pas mal de sucre résiduel et pas mal d'alcool, voilà, pour rester sur cette idée un peu cocktail, quoi. Limite, faut y mettre de la glace pilée et puis on se verse ça dessus. Voilà, le cocktail il est déjà fait, quoi. Tu vois. Et je trouvais ça assez marrant. Ouais, mais ouais, c'était un bon délire cette recette. Et je pense il y a pas mal de recettes comme ça où j'essaie de m'inspirer de cocktails ou même de plats des fois, hein, des accords que peuvent mettre des chefs dans les desserts hein, qui m'intéressent bien. Du coup, le nom monochrome, bah, en fait, il est assez évident quand tu vois une de tes canettes, parce que toutes les canettes ont chacune leur couleur unique. C'est un monochrome, en fait, ta canette. Et à chaque fois, tu as une couleur unique à chaque bière. Ouais. Et si je dis pas de bêtises, le nom de chaque bière, en fait, c'est le code hexadécimal de la couleur à poser sur la canette, c'est ça ? Exactement, ouais. Ouais, c'était ça. En fait... Quand j'avais cette réflexion sur ça fait un moment hein, que je veux faire cette gamme en canette, ça fait plus d'1 an maintenant, même peut-être encore plus que ça. Et il y a un moment donné, ça a fait tilt, je me suis dit mais en fait vu que ça va être que des brassins éphémères et que je vais pas faire des gros volumes, le but c'est pas de sortir 10 hectos de chaque, enfin 10 si, mais pas 100 hectos de chaque recette. Si je m'amuse à prendre un graphiste à chaque fois pour me faire une nouvelle étiquette, enfin il faudrait que je la vende beaucoup plus cher. Enfin, je vais pas gagner ma vie parce que ça coûte quand même cher un graphiste. Ouais, bien sûr. Du coup, voilà, je m'étais dit il faut que je trouve un truc simple et je me suis dit bah tiens une couleur c'est cool. En plus j'appelle ça monochrome. Le nom de la bière c'est le code couleur et voilà. Et j'avais trouvé mon truc comme ça un soir en mode c'est ça qu'il faut que je fasse quoi. Et même à la base je voulais encore plus de couleurs. Je voulais que vraiment l'écrit soit en tout petit dans un coin pour vraiment avoir une canette juste full color. Et puis en fait quand j'ai fait faire par le graphiste avec qui je travaille habituellement du coup le fond c'est eux qui m'ont présenté comme ça. Je me suis dit bah tiens au final ça marche bien comme ça, c'est assez moderne, c'est chouette ça, voilà. Du coup on est resté là-dessus. Et du coup comment tu choisis les couleurs pour chaque bière? Alors là sur les premières c'est quand même beaucoup resté en rapport avec la couleur de la bière ou l'ingrédient quoi. Bah là tu vois t'as le vert pour ce whisky, enfin pour ce 98 C, ouais. Parce que le citron vert, donc j'ai essayé de reprendre un vert un peu citron vert. T'avais le orange sur la Naipa, c'était plus pour la couleur de la bière, et puis pour tu vois ces notes un peu de fruits qu'on peut avoir. Il y a le rose pour la framboise, le léger violet pour la betterave. Voilà, on est resté là-dedans. Après sur les prochaines, je sortirai peut-être un peu plus, peut-être plus sur l'évocation. Je parlais d'une session IPA là avec OP System là cette semaine. Là je pense plus partir sur un bleu très clair pour le côté hyper estival, t'es à la mer. Enfin, voilà, moi c'est ça que ça m'évoque. La session IPA c'est la session de surf, tu vois, dans le sud-ouest quoi. Ouais. Donc, voilà. Je vois l'image, ouais. On partira un peu des fois sur des couleurs un peu comme ça. Question comme ça qui me traverse l'esprit, est-ce que tu as ta propre encanneuse ou tu fais venir un itinérant pour faire la mise en canette? J'ai mon propre système parce que j'avais essayé de faire venir justement l'encanneuse l'été dernier déjà pour un tout premier bassin que je voulais mettre en canette. Et en fait, les gars ils m'avaient dit par rapport au volume que tu veux faire et la distance qu'il y a entre d'où on vient et où tu es, on te propose même pas un tarif, ça vaudra pas le coup. Ouais. Il m'a même pas donné de tarif. Du coup, j'ai cherché à avoir mon propre système, quoi. Et j'ai trouvé un petit système qui va bien pour en tout cas les volumes que je fais, quoi. Ouais. Okay. On a encore des soucis un peu avec la sertisseuse, mais je suis pas tout seul. Oui. C'est un peu le point compliqué sur les canettes. Ouais, j'ai cru voir que d'autres brasseries avaient ce même problème, notamment Popin qui avait visiblement bien galéré avec sa sertisseuse aussi. Ouais, surtout que ils ont quand même acheté du matos. Voilà, ça coûte cher le matos pour encanner. Ouais, bah.
surtout des lignes comme chez eux. Et ouais, ils sont un peu fait abandonner apparemment par le constructeur, ce qui est assez étonnant pour des machines de ce tarif-là. Mais bon, ouais. pas de chance. Ouais. Alors du coup, je vais revenir sur tes étiquettes. Il y a une sorte on va dire, de slogan qui est 100% craft, 100% bio. Alors déjà, Oui. qu'est-ce que tu entends par 100% craft ? C'est quoi l'esprit craft selon toi ? Pour moi, l'esprit craft, c'est l'esprit un peu original. À la base, c'est le côté artisanal fait maison, hein, si on prend vraiment la traduction. Mais le ressenti que j'en ai aujourd'hui, surtout en France, c'est t'as les bières artisanales et t'as les bières craft. Ouais. Bière artisanale, c'est la bière qui est faite en petite quantité, tout ça, mais il y a un peu tout dedans. Et le craft, c'est un peu ceux qui vont s'amuser à aller chercher des recettes un peu plus originales, un peu plus pointues, voilà, qui vont du coup toucher un public un peu de cible, un peu de cible, qu'est-ce que je dis, un marché de niche un peu du coup. Bah c'est exactement pour ça que je te posais la question, parce que j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de gens qui faisaient une distinction entre le terme artisanal et craft. Ouais, j'ai remarqué aussi, et je me suis mis à le faire aussi du coup. C'est exactement ce que j'avais du coup compris avec ton slogan. Donc là, on a la partie 100% craft, mais il y a aussi 100% bio. Et donc du coup, ouais, le bio, j'ai l'impression que ça a vraiment une grande importance dans ta philosophie et dans ta manière de faire. Est-ce que tu peux nous en dire plus ? Notamment, j'ai vu sur ton site, il me semble que tu avais une certification sur le bio, la FR Bio 15. Donc, qu'est-ce que ça joue le bio pour toi là-dedans ? Ouais, c'est tout certifié par un organisme certificateur là. Donc on a le label bio qui est dessus. Et j'ai mis 100% bio parce que même sur la valentinoise où j'essaye autant que possible de l'être, il y a quand même des variétés de houblon que j'arrive pas à trouver toute l'année. Je précise bien toute l'année parce que j'arrive à en trouver en une partie de l'année. Mais il y a une petite partie de l'année où j'arrive pas à en trouver en bio. Encore une fois parce que je suis pas une grosse brasserie et je peux pas commander mes stocks pour l'année. Donc au début, j'en ai un petit peu, et puis quand arrive l'été et que tout le monde en a acheté, j'en ai plus. Sauf que du coup, je peux pas, vu que je peux pas le trouver en bio, mais que ça changerait ma recette si je prenais un autre houblon, une autre variété qui serait elle bio. En fait, ils font des dérogations sur le label bio, qui nous permettent d'utiliser des houblons non bio dans une recette qui est certifiée bio. D'accord. Alors, il y a des contraintes quand même, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit pas plus de 5% des ingrédients totaux, et il faut pouvoir prouver entre guillemets que on peut pas trouver cet ingrédient-là en bio. Voilà. Donc ça c'est assez simple. On demande juste en fait à nos fournisseurs de houblon nous envoyer une attestation comme quoi ils ont pas ce houblon-là en bio. C'est pas très compliqué, mais après ils font quand même attention. Genre par exemple le Cascade l'année dernière, j'arrivais à l'avoir en dérogation. Cette année ils le passent plus parce qu'ils considèrent qu'il y en a beaucoup qui a été produit et que normalement on est censé en avoir assez. Bon, je retombe dans la même problématique quand même parce qu'il y en avait assez au début de l'année, là il y en a plus. Et voilà, on s'adapte. Et du coup, vu que sur monochrome, c'est que du brassin éphémère. J'ai pas cette contrainte de me dire c'est bien, là je le trouve en bio aujourd'hui, mais ça se trouve demain je l'aurai plus en bio. Ouais. Donc voilà, au moins sur le houblon qui est un des ingrédients les plus difficiles des fois à avoir en bio, et là il l'est. Et même les levures des fois. Alors même si là-dessus on n'a rien imposé, hein, parce que la levure c'est un organisme vivant, donc c'est difficile de le certifier en bio ou pas. Enfin en tout cas on ne demande pas qu'il soit certifié en bio. Ouais. Mais aujourd'hui, il y a White Lab là, qui s'est mis une certification bio sur toutes ses levures. Donc même sur la levure, la plupart du temps, elle aussi est certifiée, même si en soi, ça n'a pas beaucoup de sens. Voilà. Ok, ouais. Donc là, ouais, du coup, monochrome, 100% bio. Si on regarde bien un peu les ingrédients derrière, c'est vrai qu'on voit que tout est certifié bio, aussi bien les maltes que, là, dans l'occurrence, que j'ai le houblon, bien sûr, mais aussi le jus de citron, par exemple. Donc ouais, c'est vraiment un point d'honneur que tu mets là-dessus pour les ingrédients, mais il me semble que outre les ingrédients qui t'apportent la certification, il y a aussi tout un état d'esprit, on va dire, derrière le bio. Tu nous parlais de la canette qui était quand même un peu plus écolo, on va dire, dans l'esprit. Il y a la canette, ça va vraiment de A à Z, c'est-à-dire que même à la brasserie, je vous parlerai pas du tri parce que des fois ça me fait rire quand j'entends ça. Mais bon, ça c'est la base quoi. Mais
on essaye voilà d'avoir une consommation très très limitée, que ce soit sur l'eau, parce qu'on est quand même des très gros consommateurs d'eau, les brasseries. Du coup, on essaye de réutiliser au maximum l'eau de refroidissement qui est réutilisée, le fournisseur d'électricité le plus vert possible. Enfin voilà, les livraisons dans le coin sont à 95% faites à vélo. D'accord, ouais. Voilà, c'est un peu plus engagé que juste une certification. C'est pas du greenwashing. Oui. Et puis aussi là, pour revenir sur ce que tu disais, que c'est écrit 100% craft, 100% bio. Effectivement, c'est pour dire que c'est craft et que c'est bio, mais c'était aussi un petit clin d'œil pour dire en fait, c'est pas parce que c'est craft, c'est pas parce que c'est bio que ça peut pas être bon. Parce que des fois, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, il y a, en tout cas, justement, sur ce côté un peu craft, il y a quasiment aucune brasserie qui est certifiée en bio. Et je trouve ça un peu dommage. C'est vrai qu'il y en a très peu. Surtout sur des bières où, du coup, on va mettre beaucoup plus d'ingrédients en général. Notamment des houblons, là, tout ce qui est hyper houblonné, on met des doses qui sont 5-6 fois plus, voire des fois 10 fois plus élevées que sur les bières blondes classiques. Et du coup, potentiellement, on augmente d'autant la quantité de pesticides, de choses comme ça qu'on va retrouver dans notre bière, quoi. Je l'ai pas encore fait, mais je m'amuserais à analyser un de ces quatre, une bière ou deux choisies au hasard là dans les gammes craft. Je pense que c'est assez violent les doses, surtout quand on utilise des fruits, quoi. Voilà, c'était aussi pour ça me dire, en fait, c'est marrant, je fais attention tous les jours à ce que je mange. Voilà, à acheter du bio, du local, etc. Et en fait, sur la bière, c'est un truc sur lequel on n'y pense même pas. On va acheter notre canette et on n'y pense pas. Et d'un côté, c'est normal, mais en même temps, si on y réfléchit, je pense que ce qu'il y a dedans, c'est pas forcément bien bon, quoi. Voilà. Donc c'était un peu ça aussi, de dire, ouais, ça serait bien de faire du bio aussi là-dessus, quoi. Ça n'empêche pas de faire du bon, il me semble. Je confirme, ouais. Ça n'empêche pas de faire du bon. D'ailleurs, on va reparler un petit peu de toute la gamme monochrome. Actuellement, au moment où on enregistre le podcast, il y a 5 bières qui sont sorties dans la gamme monochrome. Donc il y a la Imperial Sour dont on parlait, mais il y a aussi eu la gauze framboise betterave cardamome dont qu'on a un peu évoqué plus tôt. Il y a une autre gauze qui est au concombre et au Black Forest Pepper. Une Berliner Weisse framboise, fraise, épices douces et menthe, et enfin une Neipa au houblon Idaho 7. Donc déjà on voit que y a quand même, tu travailles beaucoup sur l'acide pour le moment. C'est 4 sur 5, c'est de l'acide. C'est une volonté, c'est quelque chose qui te branche plus que le houblon. Ouais, je pense que déjà c'est mes goûts personnels, et aussi je pense que j'ai un peu conscience aussi de ce que je sais faire. Et je sais que je réussis en général mieux plutôt les choses sur l'acide que sur le très houblonné. D'ailleurs là tu pourras en parler, mais ça a confirmé sur ces 5 canettes là. Ouais, je suis assez d'accord. Ça a confirmé ça. Bon, même si j'ai déjà sorti des choses houblonnées dont j'étais très content. Mais voilà. Mais après, j'aime aussi beaucoup ce qui est houblonné, donc on va y revenir. Je vais y faire un peu plus attention cette fois. Enfin, je vais pas faire la même boulette. Je vous expliquerai après pour ce Neipa. Voilà. Il y aura aussi du noir, mais quand ce sera plus l'époque. Oui. Là, c'est pas vraiment la saison. Ouais, j'ai pas forcément envie de me mettre un Imperial Stout en ce moment. Là. Quoique j'en ai bu un hier soir de Ardèche, tu vois, donc comme quoi. Ouais. Mais voilà, donc, je vais essayer de passer un peu par tous les styles, parce que il n'y a pas de style vraiment que je n'aime pas, donc autant essayer de faire un peu de tout, quoi. Ok, ouais. Et du coup, c'est vrai on parlait des recettes un peu originales, mais là, je reviens sur les quelques, surtout les acides que tu as faites. Gauze, framboise, betterave, cardamome. Betterave, cardamome. On est sur quelque chose qui est presque ironesque, on va dire, dans l'esprit. C'est. Oui, effectivement. C'est vrai que des fois, je retrouve beaucoup des similitudes sur les recettes là que j'ai en tête et ce que je vois sortir de chez eux. Et en plus, souvent au même moment en plus, donc c'est ça qui est encore plus amusant. Mais en fait, c'est là cette idée de mélange, juste sur la betterave framboise, pas sur la cardamome. Ça sort d'un étoilé où il y avait un dessert comme ça, où il y avait un mélange framboise betterave. J'ai trouvé le truc génial. Je me suis dit, ça dans une bière, ça sera vraiment super.
Et puis la cardamome est en plus avec voilà ce côté un peu, c'est une épice que j'aime beaucoup et avec ce côté citronné, je me suis dit ça se mariera super bien avec tout ça. Donc voilà, je l'avais sorti une première fois en bière éphémère sur la valentinoise, mais en mode ale standard. D'accord. Ça avait bien plu. Et puis là j'avais envie de la refaire cette année et puis je me suis dit tant qu'à faire autant la faire sur monochrome en version gauze en poussant un peu plus sur la cardamome que je trouvais peut-être un chouïa trop subtil la première fois. Voilà, et puis ça a donné ça. J'ai eu un peu peur d'ailleurs parce que là au moment où j'ai transféré au moment du refroidissement quand j'ai goûté j'ai cru que j'avais tué le truc, que j'avais mis beaucoup trop de cardamome, ça sentait les produits d'entretien. Et puis au final ça va avec la fermentation et puis l'ajout de la framboise, ça c'est bien équilibré. Et d'ailleurs, il y a aussi du coup la gauzeux concombre Black Forest Pepper. Donc, si je dis pas de bêtises, c'est un poivre vietnamien, c'est ça? Ouais, c'est un poivre sauvage du Vietnam, du coup, qui est cueilli au fin fond de la forêt. Alors, lui, j'ai eu une chance assez incroyable de tomber dessus parce que c'était complètement par hasard. Et en plus, 2 jours avant que je brasse le brassintès, quoi. Parce qu'à la base, en tête, j'avais plutôt le Sichuan avec ce côté un peu agrume, pamplemousse. Je me disais, voilà, ça irait peut-être bien, la petite astringence, ça pourrait être marrant. Et puis j'ai mangé au resto avec un ami, on est tombé sur quelqu'un d'autre qu'on connaissait, qui avait un ami de Hong Kong qui était là pour faire goûter des poivres au chef. D'accord. Et je lui ai dit, tiens, fais-moi sentir, ça m'intéresse. Et puis il avait des trucs très classiques, des noirs, des blancs, qui étaient excellents, hein, mais voilà, ça restait des noirs et des blancs. Puis à un moment, je mets le nez là-dessus, ça sentait la citronnelle, c'était incroyable. Je sais, mais c'est exactement ça qu'il me faut. Très doux en plus, tu peux vraiment croquer dedans, c'est pas piquant, ou à peine. Et du coup, j'ai dit, si t'en as un peu, là, tu m'en laisses, et il en avait. Donc j'ai fait mon brassintest avec, je trouvais ça génial. Et du coup, je lui ai demandé de m'en envoyer 1 kilo, là. Et du coup, voilà. Comment est arrivée cette recette, elle, un peu par hasard. Et c'était la toute première recette test que j'ai faite pour monochrome. D'accord. Parce que la première brassée, c'était la Naipa, mais sinon, la première. En plus, ouais, du coup, avec une bière avec du concombre, c'est quelque chose qui est, on va dire, assez à la mode en ce moment, dans le sens où on en a vu quand même un petit paquet dans les différentes brasseries françaises. Ah, c'est incroyable en ce moment. Ouais. Ce que je disais quand j'avais fait ma dégustation, c'est que j'ai trouvé ça très bien fait parce que le concombre était quand même assez léger, bien équilibré justement avec le poivre, et on n'avait pas l'impression de trop, on va dire, sur ce concombre, alors que moi je suis quelqu'un qui aime pourtant bien le concombre, mais dans les bières ça m'a toujours un petit peu rebuté. Et c'est marrant parce que du coup j'ai confirmé l'expérience qu'on a bu il y a jeudi. Là on a goûté une Summer Oddity de la débauche, et qui elle est extrêmement concombre. Je l'avais déjà goûté quand ils avaient fait la première release. Ouais, ça m'a reconfirmé la chose. Pour moi c'est too much. Pardon? C'est celle avec le lime, c'est ça, non? Concombre lime, non? Non, je ne crois pas. Je crois que c'était juste concombre, celle-ci. C'est vraiment une petite ale légère au concombre. Mais c'est vrai que la débauche, on en fait plusieur au concombre. Vous avez fait la... en canette, c'était la Magic Baboon, je crois. Ah oui, c'était ça. Ouais. C'était ça. Celle-ci, je l'avais plutôt bien aimé, la Magic Baboon. Mais c'est pareil, il y avait quelque chose qui venait équilibrer dedans. La Summer Oddity, c'est vrai que c'est lourd en concombre. Hein. Ouais, j'ai pas goûté celle-ci. Mais effectivement, l'idée que j'avais, c'était encore une fois, ça venait un peu des cocktails que j'ai pu goûter avec du concombre, où le concombre était surtout là pour amener une pointe de fraîcheur, en fait. Pas vraiment pour s'imposer au milieu de tout et dire coucou, c'est moi le concombre. C'était vraiment juste la fraîcheur. Je trouve que c'est ça que j'aime bien sur les cocktails quand il y a un peu de concombre. Et c'est ce que j'avais envie de retrouver sur la bière. Voilà. Et même dans l'idée de départ, ce que j'aurais aimé, c'était trouver des barriques de gin pour les faire vieillir en barrique de gin. Mais bon, je sais pas. C'est vrai que ça aurait été pas mal, ça. Ouais. Ça aurait pu être très sympa. Ouais. Voilà. Mais ouais, non, c'était très chou. C'est une de celles qui a le plus plu, je pense, au début, là. Pour le coup, moi, toutes les acides que j'ai bu m'ont vraiment plu. La dernière qu'on n'a pas évoquée en acide, c'est la Berliner Weiss framboise, fraise, épices douces et menthe. Ouais. Qui est pareil, j'ai trouvé très bien faite. Moi, j'ai juste regretté un petit peu la menthe un peu trop discrète. Un peu trop en retrait. Mais ça, c'est un avis personnel aussi. Mais... Ouais, c'est pareil, je la voulais surtout pareil pour amener cette petite fraîcheur, quoi. Donc tu l'as juste en fin de bouche, là, qui vient de te dire, tiens, ça fait du bien. mais j'ai envie de rebrasser avec de la menthe en mettant plus, parce qu'effectivement,
y a quand même quelque chose d'intéressant, je trouve, là-dedans. Ouais. Peut-être avec du concombre d'ailleurs, parce que je m'étais amusé à boire cette gauze concombre avec quelques feuilles de menthe dedans, et ça marchait super bien le mélange. Donc pourquoi pas. C'était ce qui m'intriguait bien, c'était le mélange justement fraise menthe. Ça fait penser un petit peu aux soupes froides dessert que tu prends l'été de fraises avec un peu de menthe et compagnie. Ouais, c'est exactement ça. Moi j'ai un cousin qui est chef aussi, et il y a un dessert c'est ma grand-mère qui lui a inspiré, mais bon, je pense qu'il y en a plein qui le font. Elle prend juste des framboises surgelées, elle les mixe avec de la menthe et un peu de sucre, et ça te fait une sorte de sorbet en fait, vu qu'elle était surgelée à la base. Et le mélange menthe framboise est génial. Et du coup, j'avais envie de le retrouver. Effectivement, peut-être que j'aurais dû doser un chouïa plus sur la menthe. Mais bon, ça marchait pas mal comme ça. Moi, je pense que les deux sont intéressants et peuvent s'expérimenter. Là, c'est vrai que moi, à mon goût, j'aurais bien aimé retrouver un peu plus la menthe. Mais l'ensemble reste très très bien fait et était super agréable à boire. Hein. Ouais. Moi, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Enfin, comme j'ai dit, toutes celles que j'ai bu là, jusqu'à maintenant m'ont beaucoup plu. Et après, il y a la dernière dont on n'a pas encore parlé réellement. Il y a la Naipa Idaho 7. Donc là, on sort de l'acide. Exact. Et là, on peut en parler un petit peu. Du coup, c'est vrai que tu nous disais que tu maîtrisais un peu plus l'acide. On l'a ressenti un peu sur celle-ci. Le côté Naipa était un petit peu absent, non ? Ouais, complètement. Complètement. Au final, on est vraiment sur le côté West Coast au final. Ouais. Côté résineux. Idaho 7 était bien résineux, ouais. Ouais. Donc ça, quand je l'ai déjà expliqué là, avec Copy System et tout. Mais en soi, j'ai foiré mon empâtage. C'est-à-dire que j'ai été gourmand, j'ai voulu faire 20% de sec, 20% d'avoine, justement pour essayer d'avoir un maximum de rondeur, un côté bien épais pour le côté Naipa, quoi, hyper juteux. Et en fait, du coup, ça m'a tout bouché. D'accord. Je me suis retrouvé avec un gâteau de Dresch là, qui ne laissait rien passer. Donc en fait, à force de manip, de renvoyer de l'eau par en dessous, etc., j'ai réussi à avoir mon volume, sauf que vu que j'avais envoyé de l'eau par en dessous, j'ai pas réussi à bien récupérer tous les sucres, toutes les notes de céréales et tout du gâteau. Et ma densité était beaucoup plus faible que prévu. Donc en fait, vu que j'avais moins de densité au départ, j'ai moins de densité à la fin, donc j'ai pas ce côté sucre résiduel que j'attendais dessus. Et en plus de ça, sur l'Idaho 7, là sur mon brassin test, était pas ressorti aussi résineux. Là, il a sorti plus que la première fois, donc les deux associés, effectivement, on sort complètement du style Naipa. En plus, ce qui est drôle, c'est que justement, je voulais faire une Naipa parce que je trouve ça très chouette ce style, et que, à mon sens, on n'en a pas assez des réussis en France. Et du coup, je me suis dit, c'est bien. Je vais faire une vraie Naipa. On va un peu montrer ce que c'est qu'une vraie Naipa. Et j'ai complètement mis le pied à côté. Voilà. Ouais, bon. Du coup, on pourra bientôt se rattraper peut-être avec d'autres bières houblonnées. Ouais. T'as quoi qui est prévu dans les cartons pour la suite ? Bah là, la semaine prochaine, du coup, je brasse une session IPA. Du coup, très peu de corps hein, pour moi. Alors, parce que c'est pareil, il y a deux écoles sur la session. Il y a la session IPA anglaise qui, elle, au contraire, est plutôt bien alcoolisée, assez forte, tout ça. Et puis là, c'est plutôt la session américaine de Californie. C'est la petite bière de soif qu'on se boit sur la plage quand il fait chaud. Sauf du coup, session IPA, donc ultra houblonné quand même, quoi. Mais pas sur l'amertume. En gros, c'est un peu une Naipa sèche. D'accord. Et ça, pour le coup, normalement, l'été dernier, j'en avais fait une là pour un resto que j'avais très bien réussi. Je vais repartir à peu près sur la même recette, juste avec un ou deux houblons en plus. Et voilà. Donc, normalement, c'est une valeur à peu près sûre. On verra quand même. Et sinon, après, j'avais une DIPA aussi, miel et gingembre sûrement. Il faut quand même que je fasse mes tests avant. D'accord. Et puis après, sinon sur l'acide, je suis en plein sur mes tests de Hopi Imperial Black Gauze. Voilà, j'avais envie de tout mélanger. Ah oui, là il y a de tout dedans, ouais. Exactement. Du torréfié, de l'acide, du houblon, du salé. Donc, ça peut être intéressant aussi, ça. Voilà, je suis en train de faire mes tests là-dessus pour essayer de trouver l'équilibre entre tout ça. D'accord. Ça va, t'as réussi à faire quelque chose d'à peu près concluant pour le moment ? Pour l'instant, avant houblonnage à froid, c'est plutôt intéressant.
les premières gorgées sont déroutantes et puis après ça donne envie d'y revenir quand même. Mais ça c'est le sel, ça souvent ça fait ça. Et voilà. Moi, du coup, je pense que ça devrait bien matcher. On va voir. J'ai fait pas mal de dry hop différents pour essayer de trouver les houblons qui vont le mieux s'accorder là-dessus. Et puis j'étais aussi sur une pastry gauze cheesecake verveine citron vert. Voilà. Ça, c'est un truc aussi que j'avais déjà vu en dessert qui me plaisait bien. Je me dis qu'en version bière, ça pourrait être très chouette. T'as toujours dans les cartons des idées de recettes un petit peu farfelues, on va dire. Des trucs qui peuvent bien plaire aux geeks. Ouais, après, oui, farfelues. En soi, elles sont souvent inspirées de choses que j'ai déjà vues. Hein. Donc, c'est pas si farfelu que ça. C'est souvent des desserts de chef, là. J'ai eu encore récemment mangue jasmin, ça me tente bien. Bon, mangue, c'est déjà un peu moins local. Bon, tu me diras, le citron vert, c'est pas trop local non plus. Ouais, c'est vrai. Mais voilà. Un peu les idées qu'il y a pour les prochains brassins seront sûrement là-dessus. Ouais. Et est-ce que tu aurais des collaborations de prévues ou t'aimerais faire sur monochrome, pas trop pour l'instant. Que j'aimerais, je sais pas, j'ai pas des attentes comme ça de me dire tiens, je rêve de faire une collab avec telle ou telle personne. À part si justement je l'ai déjà rencontré et que j'ai eu un bon feeling avec. T'as déjà fait des collabs pour la Valentinoise ? Pour la Valentinoise, je crois pas. On avait une en cours, mais une brasserie du coin, mais qui n'est pas très connue. Par contre, il y en a une qui est en cours, qu'on devrait faire là, avec quelqu'un d'un peu plus connu, mais ça vous le saurez rapidement, je pense. Ok. Bon, ouais. Mais sur monochrome, le monochrome, j'ai envie d'en faire, ça c'est clair. Mais je pense que ça se fera vraiment au feeling. On va essayer de faire quand même quelques salons. On avait prévu celui de Paris, tout ça. Et je pense que ce sera au gré des rencontres, quoi. Tu vois, si on a des gens avec qui on s'entend bien, allons-y, quoi. Justement, j'allais te demander si tu avais des salons ou des fests de prévus où on pourrait te retrouver. Du coup, on est inscrit sur le Mondial de la bière à Paris, donc c'est reporté en octobre, si je dis pas de bêtises. Oh, oui, j'ai plus toutes les dates en tête, mais ouais, certainement. J'ai plus les dates non plus en tête. À la base, on avait prévu Biarritz aussi, histoire de se prendre une bonne excuse pour aller surfer. Mais au final, il est annulé celui-là, non ? Lui, il est annulé et reporté l'année prochaine, donc c'est loupé. Il y a Montélimar aussi, il y a une première édition, je sais pas si tu en as entendu parler. Pas du tout, non. C'est We Love Beer, un truc comme ça. Ils ont prévu gros quand même avec un parc des expos, voilà, pas mal de choses. Mais c'est une première édition et au début ça tombait le même week-end que le Lyon Beer Festival, donc ils se sont un peu loupés là-dessus. Ah oui, ouais. Après avec le décalage, je sais pas, ça tombera peut-être pas le même moment, ça sera peut-être plus simple. Mais du coup on avait prévu ça parce que là c'est en local, donc c'est bien aussi de se montrer un peu dans le coin, quoi. Parce que c'est à une demi-heure de route, quoi, Montélimar de Valence. Et puis on aurait bien aimé faire le Lyon Beer Festival, mais bon, on est sur liste d'attente. Ouais, celui-là il est bien rempli en général. Ouais, et puis en plus, alors moi je suis vraiment nul là-dessus. Je m'y prends toujours en dernière minute. Donc sur ce genre de festival, ça marche pas, quoi. Voilà. Mais et puis il y a Metz aussi là. Du coup, faut que je leur envoie un message parce que du coup ça peut être les fests en France maintenant, il y a de quoi faire. Il y en a un bon paquet. Hein. Ouais, il y en a pas mal. Il y en a des très beaux un peu partout en plus. Enfin, c'est vrai qu'on parle beaucoup de ce qui se fait sur Paris avec la Paris Beers Week ou alors à Lyon. Derrière, moi j'ai fait des fests comme Saint-Malo, Nantes, Amiens. Il y en a des très très beaux aussi. Ouais, Saint-Malo, j'aimerais bien le faire aussi, mais pareil, je me suis pris trop tard cette année. Mais les prochaines, il faut que je me mette des rappels pour m'y prendre à temps. Et en dehors d'un festival, d'un salon, on peut les trouver où tes bières pour le moment ? Alors pour le moment, on peut pas les trouver à beaucoup d'endroits. C'est surtout sur Lyon. D'accord. On est chez pas mal de petits cavistes. Là, vous aviez interviewé Johan là, il y a quelques temps, qui a 20 000 lieux sous les bières. A repris 20 000 lieux sous les bières. Qui a le Barcandier aussi. Du coup, on peut y trouver ces deux endroits, notamment en pression aussi au Barcandier. Il y a Opit Days qui en a. Il y a la bière angulaire. Non, pas la crafterie. Eux, ils sont en train de goûter. Je crois qu'ils me disent. Il y a AF Craft qui en a aussi. Donc voilà, c'est surtout sur Lyon. Et puis sinon directement à la brasserie. Et normalement, on a un distributeur qui doit venir en récupérer, qui lui s'occupe de tout le Grand Est. Donc il
potentiellement, il y en aura voilà, de Strasbourg à Lyon sous peu. Bon, il n'y en a pas beaucoup, donc il n'y en aura pas partout non plus. Okay. Et voilà, après on est en train d'essayer de trouver des distributeurs pour les autres secteurs, Paris, le Sud, on va voir. En attendant, est-ce que tu fais un peu de vente en ligne ou pas du tout? Non, sinon oui, en attendant, il y a le site de bière monochrome sur lequel on peut commander en direct. On a mis aussi les 2 cuvées barriquées de la Valentinoise qui sont intéressantes. Voilà. Ouais, du coup, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé de celle-ci, mais ouais, il y a deux belles cuvées barriquées qui ont l'air super intéressantes. Moi, je les ai pas encore goûtées, mais ça a l'air très chouette. Il y en a une, alors je les ai plus en tête, il y en a une à la pêche de vigne et... Ouais, Farmhouse pêche romarin. C'est pêche romarin, ouais, ça me tente beaucoup, ça a l'air de bien matcher, ça. Fermentation mixte, Brett, lacto, mais surtout Brett. Et 4 mois en barrique, c'est une ancienne barrique de Cornas sur lit de pêche et de romarin, donc pendant 4 mois sur les pêches et le romarin. Et ouais, ça marche très très bien, c'est un côté très cidre fermier, qui est très chouette, le romarin qui apporte une belle longueur. Enfin, qui peut choquer pour certains, je sais que sur les retours, j'en ai qui le romarin, ça peut être très sympa, je pense, ouais. Et l'autre, les quelques bières que j'ai goûtées, moi, qui étaient en mix fruits et herbes aromatiques, en général, ça marche bien. Ouais, bah moi j'aime bien. Hein. Je l'ai refait là. On va embouteiller une sorte de grute aussi prochainement là sur la Valentinoise. Ah, c'est cool. Ouais. Et ouais, sinon l'autre c'est la cuvée des dieux. Là, j'ai fait ça avec un domaine qui est sur Saint-Péret, mais qui fait aussi du Saint-Jean, tout ça. Et du coup, on a pris de la Syrah et on a fait fermenter un mou de blanche, directement sur la Syrah. Donc c'est les levures indigènes du raisin qui ont fait fermenter le mou. Et ensuite, ça a passé 4 mois en barrique de Saint-Jean. Donc là, ça a un profil très vin, quoi. On a vraiment sur un côté rosé, pétillant, tout en gardant le côté bière quand même, mais très frais, hyper agréable. Ouais, alors c'est complètement différent dans la réalisation, mais dans l'esprit, ça me fait un petit peu penser à ce que font des brasseries comme Ammonite, ou par exemple qui aiment beaucoup travailler sur la différence de culture assez fine finalement entre bière et vin, et faire une sorte de produit un peu hybride. Ouais, c'est un petit peu ce genre de... Ce dont je parlais au début, ce côté... c'est cette idée que j'avais de peut-être rapprocher un peu ces deux mondes, là, du vin et de la bière. Et du coup, là, avec un produit comme cette cuvée des dieux, je trouve qu'on retrouve un peu cette notion de terroir, du coup, qu'on peut avoir sur le vin, et on l'amène à la bière. En laissant un peu plus faire les choses, quoi. On est moins sur une recette très précise et plus sur un côté laisser faire comme on fait avec le vin, quoi. Et j'avoue que c'est ça qui me plaisait bien avec cette recette, et d'ailleurs que je vais refaire cette année avec des vignerons différents pour essayer de vraiment encore plus amener ce côté terroir, qu'on puisse se rendre compte que tiens, avec lui ça va pas donner la même chose qu'avec l'autre à côté, en prenant la même recette de base, quoi. Ouais, bien sûr. Voilà. Ouais, ça c'est très intéressant. Je te dis, moi je les ai pas encore goûtés, mais je te ferai mon retour dès que je pourrai goûter ça. C'est plutôt le genre de bouteille que j'ai envie de garder pour partager, donc. Ouais, forcément. C'est raison. C'est fait pour. Bon, on va bientôt arriver sur quasiment 55 minutes d'enregistrement. Moi, j'ai à peu près fait le tour de tout ce que je voulais te poser comme question. Je sais pas si tu as d'autres choses que tu aimerais aborder. Non, là, pas spécialement. J'ai un peu chaud. Ouais, je te confirme. C'est pareil chez moi. Je crois que tout le monde est chaud aujourd'hui. Ouais. Non. Bon, du coup, si c'est tout, je te remercie grandement pour le temps que tu as partagé et toutes ces informations sur tes bières. Merci aussi de m'avoir permis de goûter ce que tu as fait, parce que c'était une très très bonne surprise. Et voilà, j'espère que les gens qui s'intéressent aux bières monochromes du coup pourront en trouver facilement et se faire leur avis, parce que là je pense qu'il y a vraiment matière à apprécier ce que tu fais. Bon, merci beaucoup. Tant mieux, j'espère que ça plaira aux gens. En tout cas, moi je m'éclate bien à le faire, et c'est le principal. Ouais, c'est un peu le principal. Bon, après il faut quand même pouvoir les vendre pour pouvoir continuer à en faire. c'est sûr. Mais voilà. Bon, et très bien, et encore merci, et puis à plus tard alors. Ouais, je te remercie. Moi, je veux juste dire à tous nos auditeurs que s'ils le souhaitent, ils peuvent bien sûr noter le podcast sur Apple Podcast, que ça va nous aider pour le référencement, et bien sûr suivre
sur les réseaux sociaux l'actualité des bières monochromes et de Siroton le houblon. Je mettrai toutes les informations nécessaires dans la description du podcast. Voilà. On est parti pour le générique de fin et merci à tous.